Bien, donc bonjour à tout le monde. On a un petit bug d'informatique, on est désolé. Et on essaie de régler le problème, mais manifestement, bon, c'est pas simple. J'espère que vous accédez à la réunion, sinon il y aura un replay, on vous verrez le replay. Donc je me présente, je suis le docteur Viana Costine, gastro-entérologue, et je suis investie dans la prise en charge de l'obésité et du surpoids depuis de nombreuses années, notamment avec la pose du ballon gastrique et avec l'endosleeve, ou sleeve gastropathie endoscopique. J'ai une équipe avec moi depuis de nombreuses années, aussi bien en présentiel qu'en visioconférence, avec méthode co, avec des diététiciennes, psychologues et éducateurs physiques, pour perdre du poids de façon durable. Je vais donc vous présenter les techniques d'aide à la perte de poids non chirurgicale. Et Néphélie, qui est psychologue, va vous présenter comment, je vais la laisser se présenter, va vous expliquer comment on peut perdre du poids de façon durable à l'aide de ces techniques, c'est-à-dire en ayant un suivi pour changer son comportement alimentaire. Néphélie, je te laisse la parole. Viviana, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Néphélie Nassika, je suis psychologue clinicienne. Je collabore avec Dr Kossi depuis 2018, je pense. Ça commence à dater, justement, dans le cadre d'un suivi pluridisciplinaire pour l'intervention du ballon gastrique et la sleeve. Voilà, je vais vous présenter, en fait, pourquoi on collabore, pourquoi on pense qu'il y a un suivi psychologique. Tout d'abord, un bilan psychologique et après un suivi psychologique peut être bénéfique pour un patient qui est en demande d'une intervention du ballon gastrique ou d'une sleeve endoscopique. Je ne sais pas si Viana, tu veux qu'on commence la présentation maintenant? Alors, on va commencer la présentation. Je vais donc vous présenter les techniques et ensuite Néphélie vous présentera la prise en charge. D'accord, on fait oui. Donc, j'ai quelques diapositives qui vont vous permettre de mieux comprendre les techniques rapidement. Alors, j'ai l'impression que le chat ne marche pas. Si vous avez des questions, essayez quand même de les poser. Sinon, vous enverrez secondairement, on les verra quand on aura accès effectivement à YouTube. Il y a un problème avec YouTube, manifestement. Alors, comment perdre du poids sans reprendre avec des ballons gastriques ou une endosleeve? Les ballons gastriques, tout d'abord, on a 3 types de ballons gastriques. Des ballons gastriques qui durent 4 mois, qui s'appellent allurions. Des ballons gastriques qui durent une durée de 6 mois, qui sont soit gonflés à l'eau, soit gonflés à l'air, le bib et l'héliosphère. Et les ballons qui durent 1 an, l'Orbera 365 ou le Spatz, qui sont gonflés aussi à l'eau. On les pose, ces ballons, pour ceux de 6 mois et d'1 an, les ballons donc Bib, Orbera, 365, Nutec et Schwartz, pas lors d'une fibroscopie de l'estomac, qui sert à regarder l'estomac quand on a mal à l'estomac, mais là on n'a pas mal à l'estomac, mais ça nous permet de sur écran de suivre l'introduction et le gonflement du ballon. Donc c'est une anesthésie générale. Par contre, le ballon allurion, qui est ici, est une petite capsule qui s'avale sous contrôle radiologique, sans anesthésie. Mais sa durée est plus faible. Après la pause, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on a un ballon dans l'estomac? Eh bien, on peut avoir pendant en moyenne 3 jours des contractions abdominales qui font un peu mal, des vomissements, des remontées acides. On n'a pas forcément tout. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose et puis de temps en temps, il y a des gens qui ont un peu plus. Dans tous les cas, on vous donne des médicaments pour atténuer les effets et voire même les faire disparaître. On peut être hospitalisé 24 heures, surtout quand on habite loin, mais on peut le faire aussi en ambulatoire. Un arrêt de travail est prévu la plus souvent de 3 jours. Les mois suivants, quand tout va bien, normalement vous vivez normalement, vous n'avez plus de ce type de problème après, vous pouvez contacter votre médecin si jamais vous avez de nouveau des douleurs et des vomissements, parce qu'il peut y avoir, même si c'est très rare, un effet secondaire, une complication qui justifierait le retrait du ballon en urgence. En moyenne, combien de kilos on perd avec un ballon? Un ballon de 4 mois, c'est plutôt 10 kilos. Un ballon de 12 mois, c'est plutôt 20 kilos. Par contre, un ballon de 6 mois, qui est entre les deux, c'est entre environ 15 kilos. Les procédures ne sont pas prises en charge, malheureusement, par la sécurité sociale.
Un ballon de 6 mois, ils sont assez chers, ces ballons. C'est de l'ordre de 3 360 € la pose du ballon et le ballon. Les ballons de 6 mois, la pose, le ballon, la dépose, c'est de l'ordre de 3 170 €, sachant que la dépose, vous la réglez 6 mois plus tard. Et le ballon d'1 an est plus cher, 3 592 €. Pareil, vous payez la dépose qui est compris dans ce prix 1 an plus tard. Et bien sûr, il y a des possibilités de facilité de paiement parce que c'est quand même très coûteux. Maintenant, je vais vous parler de la sleeve endoscopique ou gastroplastie endoscopique. Alors, j'ai une petite vidéo que je vais vous montrer qui expliquera mieux, que je vais vous commenter d'ailleurs. Towards the top of the stomach. En fait, c'est une. As each U completed, the suture is Vous voyez, tightened down to reduce the volume of the à stomach. l'intérieur de l'estomac, on a un système qui nous permet de faire des sutures. The doctor continues to sew along the large curve of the stomach until 6 to 8 sutures are complete. On les coupe et on remonte le long de With your l'estomac, ce stomach qui sewn permet de into a smaller réduire shape, you'll eat less la and taille de fall l'estomac faster, sans chirurgie, resulting in significant weight loss. intervention chirurgicale, See et the donc difference. de perdre. Patients lose an average of Et ça 14% permet of de total body weight at year one, perdre or plus de poids 49% of excess body le weight. ballon. Je reviens sur les diapositives. En moyenne, la perte de poids est de plutôt 20 kg en 6 mois. Après la procédure, on peut ressentir des effets secondaires, mais généralement c'est des crampes, mais qui sont assez bien équilibrés par les traitements antalgiques pas si forts. L'hospitalisation, ça peut se faire en ambulatoire, enfin en une journée, vous sortez le soir, vous rentrez le matin, ou alors vous restez hospitalisé 24 heures si vous le désirez, si vous habitez loin, et un arrêt de travail de quelques jours, parce qu'il y a un régime liquide les jours suivants, pour protéger les sutures, qui peut effectivement être un peu fatigant. Pour certains, quand il y a des transports. Il y a peu d'effets secondaires, les sutures sont non résorbables et l'efficacité est de l'ordre de 18 mois à 2 ans. En moyenne, comme je disais, entre 15 et 20 kg, ça dépend de votre poids de départ, de l'ordre de 17% du poids de départ en moyenne, dans les études qui ont été faites scientifiques internationales prospectives. Par contre, c'est très coûteux parce que le matériel qui est jetable et qu'on va jeter en fin de procédure, eh bien, c'est 3 600 €, donc ça monte avec l'hospitalisation et les honoraires des médecins à 6 800 €. Et ce n'est pas pris en charge encore par la sécurité sociale. Les ballons et l'endosive, on a un effet starter efficace. Nous, on est des techniciens starters, je dirais. C'est-à-dire que ça va être efficace pour perdre du poids rapidement, surtout quand vous arrivez, vous avez fait des régimes, des phénomènes de yo-yo, vous n'y arrivez plus, vous êtes en souffrance. Parce que ça ralentit la vidange des aliments et ça vous donne une sensation de plénitude gastrique. Donc, ça réduit votre satiété et de fait de perdre du poids de façon efficace va relancer votre motivation. Mais il faut bien comprendre que l'effet, il est temporaire. 4 à 12 mois en fonction du type de ballon, 18 mois à 2 ans pour une endosleeve. Pour avoir un résultat durable et ne pas rechuter, il faut que le suivi il est important, le suivi, il faut qu'il soit là, quoi. Donc, la perte de poids est fonction de la procédure, l'importance, mais elle dépend de votre motivation, de la prise en charge pour modifier votre comportement alimentaire, la reprise d'une activité physique, je parle bien d'activité physique régulière, pas forcément de sport. Il ne faut pas être sédentaire, il faut peut-être aussi, si vous faites du jardinage, par exemple, c'est de l'activité physique, et adapter à votre emploi du temps et à votre condition physique. Donc, si vous voulez avoir des renseignements personnalisés pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous directement à mon cabinet. Vous avez toutes les informations. Et maintenant, on va passer à le suivi où, normalement, on peut être suivi en présentiel, il faut se déplacer, ou par méthode co en visioconférence. D'ailleurs, Néphélie fait des consultations en visioconférence via méthode co. Et on a un vrai suivi, on n'a pas à se déplacer. Donc, c'est vrai que ça évite de rater des rendez-vous, parce que quand on rate des rendez-vous, souvent, on revient plus au bout d'un moment, quoi. Donc, on peut avoir toutes les formes de suivi possibles, présentiel, en visioconférence, mais ce suivi est impératif. Et maintenant, je vais laisser donc Néphélie nous présenter le suivi plus psychologique. Donc, je vais mettre les diapositives. Alors, il n'y a pas de questions, je vois, parce qu'il y a un problème, un bug. Je pense que vous m'entendez. Okay. Et du coup, enregistre envoyer les questions via le site ou via les liens que vous avez eus, auxquels on répondra. Donc, je mets les diapositives
de Néphélie. Voilà, tu me dis quand tu veux que je les passe. Oui, on peut commencer, je pense. Alors, moi, je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est important de faire un bilan et après, si besoin, un suivi psychologique dans le cadre d'une intervention d'obésité. Alors, donc, la première question, prochain diapo, c'est pourquoi une consultation psychologique, elle est recommandée avant la poche d'un ballon gastrique et la réalisation de l'endosleeve et aussi d'ailleurs avant une chirurgie d'obésité. Donc, la première chose, prochain diapo, s'il te plaît, c'est parce qu'il y a probablement des contre-indications, ce qu'on appelle des contre-indications majeures, c'est-à-dire que là, on met un stop et les patients, et on dit que peut-être temporairement, les patients ne peuvent pas bénéficier tout de suite d'une intervention. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des troubles cognitifs ou mentaux sévères, peut-être il y a des troubles de comportement alimentaire, et ça, c'est une contre-indication majeure parce que ça peut mettre vraiment en danger la santé du patient. Peut-être il y a une dépendance à l'alcool ou aux substances psychoactives. Peut-être, et voilà, et c'est vraiment contre-indiqué comme procédure quand il y a une maladie avec un risque vital. Quand il y a des contre-indications à l'anesthésie générale et quand les patients n'arrivent pas en fait à s'engager en suivi d'une manière stable. Et c'est vrai que en faisant un bilan, on voit tout le parcours du patient pour vérifier qu'il n'y a pas une contre-indication majeure. Ça, c'est la première chose. Mais entre la contre-indication et le prochain diapo, que c'est une bonne indication, il y a quand même une distance. C'est-à-dire, il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas de contre-indication, mais s'il y a de bonnes indications. C'est-à-dire, si le patient, ou la patiente a déjà modifié au minimum son comportement alimentaire. S'il a commencé déjà à faire du sport, une activité physique, comme Dr. Costil a dit tout à l'heure, s'il est prêt pour de vrai à s'engager en suivi, c'est-à-dire, nous, on est là pour aider les patients, mais le patient doit être prêt à se faire aider. Et ça, c'est un engagement mutuel. Où il faut aussi évaluer si les patients attendent que cette intervention soit un déclic pour autre chose. Parce que ça, c'est vraiment très important. De temps en temps, les patients ont en tête cette intervention comme une baguette magique. Et ni la sleeve, ni le ballon, ce n'est pas une baguette magique. C'est une intervention qui peut juste accélérer les résultats pour quelques mois, comme Dr. Costil a dit tout à l'heure. Mais ce qui va pérenniser les résultats, c'est vraiment les changements d'une manière durable du comportement alimentaire du patient. Et la troisième raison pour laquelle on fait tout d'abord un bilan, c'est pour comprendre le parcours du patient, c'est-à-dire pourquoi le patient est arrivé là, c'est quoi la source du problème. Et tout d'abord, est-ce qu'il y a un lien entre les émotions et le comportement alimentaire? Il faut comprendre que souvent, le comportement alimentaire, c'est un symptôme. C'est-à-dire, il y a des patients qui font ce qu'on appelle alimentation émotionnelle. Ils essaient de répondre à leurs émotions par les comportements alimentaires. Souvent, la nourriture, pour beaucoup de gens, c'est juste, c'est une source de plaisir. Du coup, ça peut être du réconfort. Et très souvent, les patients, ils ont d'ailleurs un trouble de comportement alimentaire, ils associent justement les comportements alimentaires avec la gestion des émotions. Tout le travail à faire, c'est justement de pouvoir dissocier les deux. Parce que sinon, c'est un cercle vicieux qui continue et c'est quelque chose à prendre en charge. Prochain diapo, Liana, s'il te plaît. Oui. Alors, dans quelles conditions est-il recommandé de faire
lorsqu'on bénéficie d'un ballon gastrique, d'une sleeve endoscopique, en plus d'un suivi diététique ou un suivi psychologique. Alors, le suivi diététique, c'est absolument pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de choses à apprendre, comme adopter les bons habitudes alimentaires, les aliments qu'on doit combiner, les aliments qu'on doit éviter absolument, observer ses sensations, se reconnecter avec les sensations de son corps. Il y a beaucoup de patients qui sont vraiment très déconnectés de leurs sensations. Ils mangent juste parce que c'est l'heure de manger et ils n'arrivent pas à distinguer la sensation de faim par l'envie de manger ou leur gourmandise. Apprendre à manger en pleine conscience, c'est-à-dire apprendre à manger sans faire autre chose. Parce que de temps en temps, ça devient juste, le moment de repas, ça devient juste un automatisme. Et c'est vraiment le moment qu'on peut facilement perdre le contrôle et juste avaler des grandes quantités sans être conscient de ce qu'on mange. Et aussi, ce qui est vraiment très important, c'est la phase de la stabilisation. Parce que ce qu'il nous faut, c'est un suivi qu'au bout d'un moment, ça peut être espacé, mais stable. Juste pour garantir que les patients ont aussi les soutiens adaptés pour continuer à se motiver aussi pendant cette phase de stabilisation. C'est-à-dire, une fois qu'on a perdu les kilos qu'on souhaite perdre, mais comment on peut vraiment garantir que notre comportement alimentaire a pour de vrai changé. Pour le suivi psychologique, il est plutôt recommandé quand il y a un lien entre les comportements alimentaires et les émotions. Ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'alimentation émotionnelle. Quand les patients mangent juste pour répondre à ses besoins émotionnels et pas à ses sensations de faim et de ressentiment. C'est vraiment c'est un travail à faire, un travail très important de pouvoir dissocier les deux et aussi donner l'occasion aux patients d'avoir un soutien psychologique adapté parce que, bien évidemment, c'est une procédure qui, de temps en temps, elle peut être dure parce que quand on essaie de changer notre comportement alimentaire, il y a quand même des moments de frustration et on doit avoir quand même un soutien adapté pour juste comme un accompagnement pour garantir que quand notre motivation est plutôt fluctuante, on aura quelqu'un à en parler et de travailler là-dessus. Alors, mais il faut bien noter que la psychothérapie n'est pas du tout une ordonnance médicale, ce n'est pas demander des conseils, parce que le psychologue n'est pas là pour vous donner la solution, vous connaissez la solution, il faut juste la trouver. C'est une décision personnelle à vouloir comprendre notre histoire personnelle et à vouloir apprendre à aider soi-même à l'aide de quelqu'un qui est un spécialiste de santé mentale. C'est un engagement mutuel, c'est une relation avant tout, la thérapie, c'est une relation thérapeutique. C'est un investissement au niveau de temps, mais au niveau financier aussi. Et c'est un pas courageux dans le sens qui est commencer la psychothérapie, c'est-à-dire d'admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de prendre la responsabilité de faire quelque chose pour. Et c'est vraiment après première, excusez-moi pour mon accent, pas pour faire changer la situation. Voilà. Donc, en quelques mots, comment on peut définir les troubles du comportement alimentaire? Les troubles du comportement alimentaire, c'est une pratique alimentaire anormale. Et elle est associée à une souffrance physique. Elle est installée durablement et il y a des conséquences pour la santé de l'individu. Donc, dans ce type de maladie mentale, les attitudes face à son corps, son poids et la nourriture sont perturbées. Les fonctionnements psychosociaux et la qualité de vie sont également très alternés. Donc, il y a un lien entre, dans ces cas-là, et dans tous les cas, en tout cas, dans tous les troubles mentaux, il y a un lien entre la symptomatologie corporelle, la symptomatologie
la symptomatologie somatique, c'est que notre corps exprime et c'est qu'on ressent au niveau émotionnel. Merci. Bien évidemment, il y a des facteurs de vulnérabilité, comme les terrains génétiques ou biologiques. Il y a d'autres facteurs précipitants et il y a aussi des facteurs qui aident, entre guillemets, à maintenir les troubles. Et ça, c'est les 3 axes qu'on doit travailler aussi en thérapie et à prendre en compte. Et c'est des choses qui, très souvent, surtout pour les facteurs de maintien du trouble, sont des facteurs qui sont plutôt, comment dire, que les patients ne réalisent pas qu'ils existent. Donc, voilà, surtout pour ce qu'on appelle bénéfices psychologiques ou relationnels autour d'une symptomatologie d'un trouble. Et quand même, il y a de grandes comorbidités. 70% des personnes souffrant de troubles alimentaires souffrent également à 40% de troubles de l'humeur, de troubles anxieux à 50%, de comportements d'automutilation à 20% et de consommation de substances à 10%. Donc voilà, je vous invite à faire ces voyages, tout d'abord dans un contexte d'un bilan, mais je pense que la psychothérapie, c'est vraiment un très beau voyage parce qu'on arrive à se connaître pour de vrai et ça demande du courage, mais ça vaut le coup. Et l'objectif, c'est quand même de se reconnecter avec soi-même et se reconnecter avec son propre corps également. Et voilà, c'est ça que j'ai à dire. Et j'ai mis un petit quote que j'adore et en anglais qui dit que le plus grand voyage qu'on fera, c'est juste 18 pouces de notre cerveau jusqu'à notre cœur. Merci beaucoup, Néphélie. Alors, malheureusement, donc, du fait donc du problème du bug qu'il y a eu et sur YouTube, apparemment, on va pas pouvoir, on va pas pouvoir répondre à des questions. Par contre, on va faire le replay. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les envoyer via le site. On vous répondra, aussi bien Néphélie que moi. Je vais vous donner la page qui est intéressante, c'est celle-là, où vous pouvez donc, via le site, ballon-gastrique.com, vous pouvez poser des questions. De toute façon, on renverra à toutes les personnes qui se sont inscrites à la réunion, bien sûr, le replay. Au revoir, merci à vous, merci. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.